Et au fur et à mesure de mon engagement politique avec les compagnons de route de la Maison Commune et du mouvement des objecteurs de croissance qui l'a précédé, on s'est posé la question de cette place de la sobriété volontaire et des alternatives concrètes dans ce mouvement, dans ce trajet de décroissance. Et donc je vais intervenir sur la question de politiser la sobriété volontaire et les alternatives concrètes. Et la question qui va être au centre, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire politiser? Donc cette intervention se situe à la croisée de deux grands axes de la contre-croissance comme philosophie politique. D'abord, celui qui demande de ne pas en rester à une critique économique pour dénoncer l'emprise que la croissance exerce sur nos sociétés. Et donc de justifier toute critique économique d'abord par une critique politique. D'où la décroissance comme corpus d'analyse et de propositions pour renverser la croissance comme régime politique. Ensuite, celui qui demande de repenser les rapports entre sobriété et dépenses. Car aujourd'hui, les politiques libérales d'austérité reposent sur une fallacieuse équation, celle qui consiste à baisser les dépenses publiques, alors qu'elles sont en grande partie des revenus différés pour celles et ceux qui bénéficient de la redistribution, tout en appelant chacune à s'engager dans la voie de la sobriété. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de la crise énergétique avec l'invasion de l'Ukraine, monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, arrivait sur le plateau de TF1 et parlait de sobriété avec son joli col roulé pour baisser la température de chaque pièce et voilà, engager des petits gestes. Donc, autrement dit, l'appel à la sobriété revient à transférer les efforts sur les épaules de chaque individu, donc à individualiser cet effort, donc à le décollectiviser, donc à le dépolitiser. Mais il nous faut aller un cran plus loin et se demander si, pour sortir de ce piège de la sobriété individuelle, celui des petits gestes, celui du colibri qui fait sa part, il suffit de monter l'effort d'un niveau, en passant de l'individuel au collectif. Car c'est très souvent ainsi que sont défendues, au sein de la mouvance décroissante, les alternatives concrètes, celles que, dès le XIXe siècle, le socialisme utopique présentait comme des expérimentations minoritaires. Y a-t-il dans une AMAP, une monnaie locale, un habitat coopératif, une école alternative, un potentiel politique de transition vers une société de post-croissance? Voilà comment aujourd'hui peut se poser cette question de la politisation de la sobriété et des alternatives. Ce qui revient à dire très clairement, individuellement, la sobriété est nécessaire, mais est-elle suffisante pour changer de société? Collectivement, les alternatives sont nécessaires, mais sont-elles suffisantes pour changer de société? Ne sont-elles pas seulement des modalités de la sécession, c'est-à-dire des façons de déserter le niveau politique? Mais alors, comment occuper ce niveau politique? Que veut dire politiser? Voilà une question difficile. Et pourquoi? Si on se tourne vers l'étymologie de ce qu'est la politique, vous le savez tous, on tombe sur le mot grec de polis, qui signifie la cité, l'endroit où, pour un grec, les citoyens vivent librement. Sauf qu'aujourd'hui, notre conception moderne de la liberté ne coïncide pas vraiment avec ce qu'un grec entendait par liberté. Et c'est donc une autre conception de la politique que nous devons aujourd'hui assumer. Pour un grec, la liberté n'est pas individuelle, elle ne consiste pas à pouvoir agir comme chacun l'entend, suivant son libre arbitre. Pour un grec, être libre, c'est appartenir à une cité libre. Cette liberté des anciens, comme disait Benjamin Constant, repose sur l'obéissance aux lois de la cité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du civisme, mais au sens d'une très faible séparation entre vie publique et vie privée. Au contraire, la liberté des modernes consiste d'abord dans la mise à disposition d'un certain nombre de droits individuels qui ont pour objectif de protéger la vie privée. Cette liberté moderne est donc ancrée dans l'individualisme. Explicitons pourquoi nous ne voulons pas d'un retour aux conceptions anciennes de la liberté et de la politique. Parce que si c'était le cas, la sobriété serait involontaire et il n'y aurait pas d'alternative. Ou c'est bien parce que nous vivons dans un monde politique moderne que la sobriété peut être volontaire et que des alternatives sont possibles. Ainsi donc,
quand, en tant que décroissants, nous demandons de politiser, nous voilà en difficulté. Car d'un côté, nous critiquons la conception libérale de la liberté, qui la réduit à la liberté individuelle, mais d'un autre côté, il n'est pas question pour autant de prôner le retour à une époque où cette liberté était aliénable. Est-ce que nous ne sommes pas en train de demander l'impossible? Ne faut-il pas plutôt baisser les bras et défendre la sobriété volontaire et les alternatives concrètes au nom d'un droit individuel à faire passer ses intérêts particuliers avant l'intérêt général, quitte à élargir nos intérêts particuliers à nos proches? Et là, on va retrouver une citation qu'a employée Michel au démarrage. Cet élargissement est déjà ce que Tocqueville dénonçait comme individualisme, quand il le définissait comme ce, ouvrez les guillemets, sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. Cet individualisme de proximité, c'est ce que l'économiste Jacques Généreux, qui était également, on a les mêmes références, Michel, dénonce lui aussi sous le nom de dissociété, c'est-à-dire une société dans laquelle les derniers liens sociaux sont réservés aux relations avec nos semblables. Cet abandon de la grande société, c'est ce que veut dire dépolitisation. Ce qui revient à se demander s'il ne faut pas accentuer la critique dirigée contre la sobriété volontaire et les alternatives concrètes. Non seulement elles ne seraient pas suffisantes pour apporter la transformation, mais elles pourraient même être un obstacle à la transformation souhaitée. Elles feraient écran, au double sens du terme, de faire spectacle et de faire barrage. Telle est en effet la critique portée par l'Atelier paysan dans leur livre « Reprendre la terre aux machines » et dont je vais vous citer un certain nombre d'exemples. Donc c'est un livre qui a été publié en 2021 que nous vous invitons à lire chaleureusement. Donc ouvrez les guillemets, page 250. Nous refusons d'entretenir l'idée qu'une somme, même importante, de démarches minoritaires, atomisées, puisse subvertir peu à peu l'ordre agricole et alimentaire établi jusqu'à le remplacer. Le mouvement de l'agriculture paysanne, l'atelier paysan inclus, n'est pas la transition en marche, car celle-ci n'a pas commencé. Nous avons des techniques, des marchés et des terres, c'est vrai, des convictions et des désirs aussi, mais pas de stratégie qui les met en cohérence, pas d'espace politique pour la construire. Page 153, jusqu'à quel point cette impuissance n'est-elle pas devenue une contribution paradoxale à la persistance du modèle industriel? Page 159, mais que l'on ne nous raconte pas qu'on est en train de gagner, que les bonnes pratiques s'étendent et que la société se transforme actuellement dans le bon sens. Page 173, le tableau est sévère. Il y a là un ensemble de travers assez répandus dont nos propres parcours ne sont pas exempts et qui nous a semblé indispensable de nommer pour que les choses changent. Pour décrire cela en un seul mot, dépolitisation. Page 177. Derrière l'éthique colibriste des petits pas, nous voyons une réticence à se situer dans un rapport de force pour agir sur les conditions systémiques, position qui n'est pas réaliste. La simple somme des actions de chacun ne permet pas de changer les conditions globales. La doxa d'un changement positif en marche, d'une transition inéluctablement en route, est tenace et nous étouffe de son apolitisme assourdissant. Donc poursuivons une dernière fois avec l'Atelier paysan, car c'est dans ce livre que l'on trouve la critique la plus lucide et la plus explicite dirigée contre la dépolitisation par les petits pas et les petits matins. Qu'en est-il pour ce collectif de ce que serait la politisation? Donc, ouvrez les guillemets. Nous appelons à une repolitisation en profondeur du mouvement pour l'agriculture paysanne dont nous faisons partie. Nous proposons d'articuler la poursuite de nos pratiques alternatives avec un important travail d'éducation populaire et avec la création de rapports de force autour de 3 grandes pistes politiques.
La fixation de prix minimum d'entrée pour les produits importés en France, proposition déjà portée par la Confédération paysanne depuis peu. La socialisation de l'alimentation, avec notamment le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation, sur lequel différents collectifs travaillent conjointement. Enfin, un mouvement de lutte contre la robotique agricole et pour une désescalade technologique en agriculture. L'apparition de fronts de lutte autour de telles propositions nous semble essentielle si l'on veut stopper la course infernale au plus bas coût de production et rendre possible l'installation d'1 million de paysannes et de paysans à brève échéance. Autrement dit, il faudrait articuler les petits pas des alternatives avec des rapports de force mis au service de grandes pistes politiques, telles que les prix planchers, la sécurité sociale et alimentaire, la désescalade technologique. Nous retrouvons ce même appel à un retour du rapport de force dans le livre que Clément Sénéchal, ancien porte-parole de Greenpeace, vient de publier sous le titre provocateur de, en 2024, « Pourquoi l'écologie perd toujours ?» Donc, page 92, à propos des ONG, elles ont fini d'édifier une écologie dépolitisée, situant le rapport de force dans une confrontation illusoire entre quelques activistes notoires et des mastodontes économiques plutôt que dans la construction politique. Page 95. Les éco-gestes renvoient à une écologie du luxe et de la volupté, cultivée comme un art de vivre raffiné, innocemment teinté de mépris de classe, calibré pour les adeptes du bio et du vélo électrique. Page 148. L'écologie institutionnelle cherche encore à convaincre le gouvernement et entretenir le récit d'une transition pourtant introuvable. Elle se condamne ainsi à refluer vers sa zone de confort où elle ne surprend plus personne et finit de dépolitiser son objet. Et enfin, page 161, à propos de Greenpeace et des Amis de la Terre, elles vont se concentrer essentiellement sur une version édulcorée de leur répertoire d'action classique, le banderolisme et le spectacle de rue. Juste, entre parenthèses, je suis allé voir le spectacle de Wajdi Mouawad sur la racine carrée de l'être, et il y a toute une scène sur la critique justement de l'écologie de spectacle et de ses limites. Donc pour repolitiser les éco-gestes et les alternatives, suffit-il alors de les défendre en s'installant dans les rapports de force pour porter des revendications plus larges? C'est là que la lucidité historique doit nous ramener les pieds sur terre et adresser à cette façon de repolitiser le même type de critique que celle que nous adressions à la dépolitisation. Les rapports de force sont nécessaires, mais eux aussi, ils ne se suffisent pas. Pourquoi ? D'abord parce que les stratégies dites de basculement, les stratégies interstitielles et symbiotiques, telles que définies par Olin von Wright dans Utopie réelle, qui sont des variantes de l'essaimage, avaient précisément été mises en avant et en œuvre pour venir pallier les échecs des stratégies de renversement, prendre au préalable le pouvoir, que ce soit de façon réformiste ou révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que dans un rapport de force, il faut être en capacité de justifier un certain usage de la violence. Or, le précédent marxiste et le socialisme réellement existant nous a appris qu'une telle justification ne peut reposer que sur une conception matérialiste et dialectique de l'histoire, et dans laquelle le négatif de la violence ne serait qu'un moment vers une fin de l'histoire déterminée et déjà écrite. En quelque sorte, la fin de l'histoire justifie les moyens violents. Or, l'histoire réelle a réfuté cette conception dialectique du changement. Que manque-t-il alors à la sobriété volontaire, aux alternatives concrètes et même au rapport de force pour accéder à cette repolitisation qui seule nous semble capable de s'opposer à la pente fatale de l'individualisme, que ce soit dans ses formes décomplexées ou élargies? Honnêtement, nous ne le savons pas. Car pour le savoir, il faudrait disposer d'une sorte de don prophétique capable de fournir le scénario, non seulement le plus probable, mais aussi le plus favorable à la mise en place d'une société de post-croissance, à économie stationnaire.
Ce qui ne veut pas dire que nous ne savons rien. Alors, que savons-nous? Fondamentalement, que l'histoire n'est pas écrite d'avance, qu'elle est contingente, ce qui nous permet déjà d'écarter tous les scénarios qui rendraient inutile une volonté active de politiser nos résistances. Il n'est alors pas inutile de repérer ces scénarios qui sont au titre de 4. Donc le premier, celui le business as usual, dans le scénario libéral, les individus n'ont pas à s'occuper du sens de l'histoire et de la réalisation de nos valeurs, puisqu'il existe une main invisible qui, comme par miracle, réalisera nos idéaux à l'insu de notre plein gré. En réalité, ce scénario du laisser-faire est une stratégie du surtout ne rien faire collectivement. Donc un scénario de dépolitisation. Dans le deuxième scénario, le scénario marxiste, encore bien vivant, il y a bien une revendication de mobilisation qui peut apparaître comme une politisation de nos résistances, mais en réalité, chacun a pu apprendre à quel point la violence révolutionnaire, comme moteur de l'histoire, a massacré tout idéal de liberté. C'est donc lui aussi un scénario de dépolitisation. Troisièmement, dans le scénario catastrophologique, les contradictions qui garantissent l'effondrement du système ne sont plus d'ordre économique, comme dans le matérialisme historique, mais d'ordre écologique. Mais si la catastrophe est inévitable, à quoi bon essayer de penser une transition démocratiquement choisie? Autant d'un saut passer déjà à l'étape suivante. Sauf que c'est dans l'étape intermédiaire entre le monde de la croissance et celui de la post-croissance que se trouve la politique. C'est ce trajet de décroissance que nous, on souhaite mener ensemble. Et quatrième scénario, apparaît aussi quelquefois dans notre mouvance un scénario que l'on pourrait qualifier de bulle rose, par rapport au scénario précédent qui est plutôt de l'ordre de la bulle noire, selon lequel non seulement les idées de la décroissance seraient déjà presque majoritaires, mais nous disposerions déjà de toute la palette de propositions pour changer le monde. Dans ce cas, à quoi bon réfléchir à une politisation de nos engagements pour essayer de convaincre démocratiquement ceux qui sont loin de trouver nos propositions politiquement acceptables? Dans ce scénario, on se raconte que nos expérimentations minoritaires, dans les faits, seraient déjà majoritaires dans les têtes. Pour ceux qui étaient là il y a une semaine à l'Agora de la décroissance, il y a eu un petit sondage qui a été livré qui était à peu près dans cet esprit-là. Politiser nos actions individuelles comme collectives, c'est donc déjà accepter de les inscrire dans une incertitude historique intrinsèque. Il n'y a pas de destin. Pour autant, il y a un délai. À force d'attendre et de procrastiner, il se peut que les seuils de l'effondrement soient un jour franchis. S'ils le sont un jour, alors toute politisation est d'ores et déjà inutile. La politisation suppose donc une sorte de foi, une foi dans la politisation. Il y a là une dimension d'auto-espérance qui ressort d'une foi peut-être irrationnelle, qui voit dans une vision politique commune la meilleure façon pour permettre à chacun de vivre une vie volontairement sensée. Donc j'arrive sur la fin. Politiser la décroissance, et en particulier politiser la sobriété et les alternatives concrètes, c'est donc accepter de faire des propositions politiques, donc volontaires, donc communes, mais sans pouvoir les justifier par un scénario. La décroissance doit proposer des stratégies d'action, pas de scénario. En ce sens, la politisation est une sorte de pari. Comme au sens strict, la décroissance est juste le trajet, eh bien ces stratégies doivent être des trajectoires qui sont des perspectives, mais sans garantie de réussite. Et pour politiser nos propositions, il faut les inscrire dans des perspectives qui ne sont pas d'avance des victoires. Et c'est pourquoi elles doivent s'énoncer sans dogmatisme. Il doit y avoir de l'espérance, mais à condition de ne pas confondre entre la croyance que les choses vont changer et le désir et la volonté que les choses changent.
La volonté générale doit l'emporter sur la somme des volontés particulières, ce que Rousseau nommait la volonté de tous, mais aussi, désirable soit-elle, elle ne devra jamais aller jusqu'à sacrifier le droit de chacun à disposer d'une vie sensée. Autrement dit, le commun n'est pas le sacrifice du particulier. Et troisième point, les propositions que nous pouvons avancer ne doivent pas être des recettes, mais plutôt des pistes, des méthodes, des matrices, comme la question de la double autolimitation avec le plancher et le plafond, la question de la part, la question du lieu qui seront abordées aussi cet après-midi. Bref, et pour conclure, il ne s'agit pas de faire de la politique autrement, mais de faire de la politique vraiment. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire des arbitrages qui concernent le commun, de se donner les possibilités d'un avenir basé sur la délibération, la participation, la juste représentation et le contrôle. Bref, avec la décroissance comme opposition politique à la croissance, c'est pas gagné d'avance, on avance. Et je citerai le poète Guy Vic pour terminer. Et ceux qui disent que l'escargot n'avance pas vite, c'est qu'ils n'ont jamais été escargots. Merci.